Bonjour et bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous explorons un sujet essentiel pour comprendre l'histoire et l'actualité de la Turquie, à savoir la laïcité turque. Souvent mal comprise ou caricaturée, la laïcité en Turquie est un modèle unique qui ne s'inscrit ni dans le cadre strict de la laïcité française, ni dans le pluralisme religieux des États-Unis. Elle reflète en effet l'histoire singulière d'un pays à cheval entre l'Europe et l'Orient, marqué par la modernisation des réformes profondes et un équilibre délicat entre tradition et modernité. Aujourd'hui, beaucoup voient en Turquie une opposition supposée entre laïcs et conservateurs. Mais cette vision est simpliste et ne rend pas justice à la richesse de la sociologie politique turque. Une grande majorité des Turcs, qu'ils soient conservateurs ou progressistes, se reconnaissent dans les principes républicains posés par Mustafa Kemal Atatürk. Même des figures associées au conservatisme comme Necmettin Erbakan, mentor d'Erdogan et fondateur du mouvement islamiste turc, se disaient également attachés à la laïcité turque. La Turquie est un pays où modernité et foi ne s'opposent pas nécessairement, mais se réinterprètent constamment. Et donc pour comprendre cette complexité, nous allons d'abord expliquer ce qu'est la laïcité, avant de plonger dans son histoire en Turquie, en mettant notamment en lumière les réformes d'Atatürk et l'évolution récente de ce concept sous des dirigeants comme Recep Tayyip Erdogan. Et bien d'abord, notre premier point s'intitule « La laïcité dans le monde, entre neutralité et pluralisme ». Donc pour bien comprendre la laïcité turque, il faut d'abord la replacer dans un cadre plus global. La laïcité, dans son essence, vise à séparer l'État de la religion pour garantir la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance. Prenons notamment deux exemples célèbres. D'abord, la France. En France, la laïcité repose sur une séparation stricte entre l'Église et l'État, établie en 1905. L'État ici ne reconnaît ni ne finance aucune religion, et les manifestations religieuses sont strictement limitées dans l'espace public officiel. Et ici, pour comprendre la singularité de la laïcité turque, commençons par explorer la manière dont elle est pensée et appliquée ailleurs, notamment en France, souvent citée comme un modèle de référence. La France, depuis la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, a développé une laïcité qu'on décrit souvent comme stricte. Cette loi repose en effet sur deux piliers principaux. D'abord, la liberté de conscience, qui garantit à chacun le droit de croire ou de ne pas croire. Ensuite, la laïcité repose également ici sur la neutralité de l'État, qui interdit ici à celui-ci le privilège d'une religion au détriment des autres. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, la laïcité française ne cherche pas à effacer la religion dans l'espace public, mais à organiser sa coexistence dans un cadre républicain. Donc ici, notre point, c'est un cadre flexible qui garantit la liberté de culte. Donc oui, l'un des aspects souvent méconnus de la laïcité française est qu'elle prévoit des dispositifs pour répondre aux besoins religieux lorsqu'ils se manifestent au sein de la société. Par exemple, la construction de lieux de culte. Lorsqu'une communauté religieuse constate un manque d'infrastructures, elle peut demander l'autorisation de construction d'un lieu de culte. Cette démarche se fait généralement auprès des municipalités. Bien que l'État ne finance pas directement ces lieux, il peut mettre à disposition des terrains ou accorder des facilités pour répondre à une nécessité publique. Il y a également l'aumônerie dans les institutions publiques. Cela signifie que la religion, bien qu'elle soit séparée de l'État, celui-ci reconnaît les besoins spirituels des individus dans certains contextes. Ainsi, des religieux sont formés et rémunérés et sont ensuite déployés dans les hôpitaux, les prisons et l'armée. Leur mission est d'apporter un soutien spirituel à ceux qui en font la demande. Autrement dit, l'autre exemple, aux États-Unis. Les États-Unis, ici, leur laïcité prend une autre forme, où l'État garantit une liberté totale de pratique religieuse, mais interdit l'imposition d'une
religion officielle. Ici, la foi reste visible dans l'espace public, mais sans domination institutionnelle. Et la Turquie alors ? La laïcité turque se distingue par son pragmatisme. Plus qu'une séparation, c'est une forme de régularisation. Elle a été pensée pour encadrer la pratique religieuse, et non pour la réprimer, et pour éviter que la religion ne devienne un outil politique dans un État ou en quête de modernisation et de stabilité. Pour comprendre pourquoi ce modèle a émergé, il faut revenir aux années 1920. Au lendemain de la chute de l'Empire ottoman, notamment, on voit ici la naissance de la laïcité turque, qui est d'abord un projet d'unité et de modernisation. Et donc oui, dans les années 1920, la Turquie traverse une période cruciale. Après la guerre, l'Empire ottoman s'effondre. Ce qui reste des territoires est menacé d'occupation par les puissances européennes. Ici intervient Mustafa Kemal Atatürk, qui émerge alors comme un leader visionnaire, déterminé à sauver et reconstruire un pays souverain. Pour Atatürk, moderniser la Turquie est une priorité. À ses yeux, cela signifie doter le pays d'un État unifié et rationnel, capable de rivaliser avec les puissances occidentales. Mais ce n'était pas un rejet de la religion en tant que telle. Atatürk respectait l'islam comme composante essentielle de l'identité turque. En l'occurrence, ce qu'il refusait, c'était l'instrumentalisation politique de la foi et les institutions qui freinaient selon lui l'accès à une éducation moderne et scientifique. Ainsi, il décide de réformer certaines pratiques. D'abord, les médresses, ou autrement dit, écoles religieuses. Celles-ci étaient fermées, non pas par hostilité à la foi, mais parce qu'elles ne répondaient plus aux besoins éducatifs modernes. Atatürk voulait instaurer un système éducatif unique, ouvert à tous et basé sur des principes scientifiques et rationnels pour garantir l'égalité des citoyens et l'accès à l'éducation. En 1924, le califat est aboli, un an après la fondation de la République. Ce n'était pas une attaque contre l'islam, mais une manière de dissocier la politique nationale des influences transnationales religieuses et de consolider l'unité de la République. Atatürk voyait la laïcité comme une condition pour que la religion reste une affaire privée, vécue librement, sans interférer avec la gouvernance. Et donc le troisième point ici, une gestion étatique de la religion, la spécificité de la Diyanet. Cependant, la laïcité turque ne repose pas sur une séparation totale. Mustafa Kemal introduit un modèle unique, celui de l'encadrement étatique de la religion à travers un organisme appelé la Diyanet, ou Direction des affaires religieuses. Créée en 1924 et toujours actuelle, la Diyanet avait pour mission de superviser les pratiques religieuses et d'unifier leur enseignement. Pourquoi une telle approche ? Alors pour Atatürk, il était essentiel d'empêcher les divisions religieuses ou sectaires qui menaçaient l'unité nationale. En supervisant les mosquées et les serments, la Diyanet visait à promouvoir un islam compatible avec les valeurs républicaines et à éviter l'émergence de courants radicaux. Et donc paradoxalement, ce modèle permettait de préserver la pratique religieuse tout en limitant son influence politique. C'est une approche qui diffère des modèles occidentaux et reflète la volonté d'Atatürk de concilier modernité et tradition. Ici le quatrième point, une vision de la laïcité. Recep Tayyip Erdogan et les conservateurs. Beaucoup d'observateurs ont tendance à opposer le kémalisme d'Atatürk au conservatisme de dirigeants comme Recep Tayyip Erdogan. Mais la réalité est bien plus nuancée. Quand Erdogan accède au pouvoir au début des années 2000, il s'inscrit dans une dynamique d'ouverture et de réforme. Son gouvernement abolit la peine de mort, met en œuvre des mesures en faveur des droits des femmes et des minorités, et soutient même à l'époque la communauté LGBT+. Ces politiques sont souvent perçues comme une politique et des mesures progressistes qui étaient motivées par la volonté de rapprocher la Turquie de l'Union européenne. Et en matière de la laïcité,
en matière séculaire plutôt, Erdogan ne cherche pas à abolir, mais à la réinterpréter. Pour lui, la laïcité ne doit pas être perçue comme une hostilité à la religion, mais une garantie de liberté religieuse. Ce point de vue est partagé par une majorité de conservateurs turcs qui se considèrent eux-mêmes comme protecteurs de la République et de la laïcité. Erdogan a également renforcé les relations avec Israël, notamment par la nomination d'ambassadeurs en 2021, et sous son mandat, le commerce entre les deux pays a connu une croissance significative. Cela est évidemment critique, mais cela montre aussi une orientation pragmatique où les valeurs conservatrices cohabitent avec des choix stratégiques d'ouverture. Et donc, comme 5e point, une Turquie unifiée dans sa diversité. Ce qu'il faut retenir, c'est que la laïcité turque est avant tout une affaire d'équilibre. Elle reflète l'histoire d'un pays à la croisée des chemins où modernité et tradition s'entremêlent. Loin d'une confrontation entre laïcs et conservateurs, la Turquie montre qu'on peut être des deux, à la fois. Donc aujourd'hui, près de 80 à 85% des Turcs se considèrent comme attachés à la laïcité et aux principes d'Atatürk, même si les visions diffèrent sur son application. Ainsi, la laïcité turque n'est pas figée. Elle évolue comme toute société en fonction de ses besoins et de ses contextes. Peut-être est-ce là sa plus grande force, une capacité à concilier des héritages multiples et des aspirations diverses. Merci d'avoir écouté. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.